Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui se connectent. Je vous invite à nous faire un petit signe dans le chat dès lors que vous êtes connectés pour qu'on puisse bien s'assurer que ça fonctionne. Alors je vois que ça commence à pianoter sur le clavier, c'est bon signe. Bonjour Émilie, bonjour Katia, Bonjour à Julien, tous. à tous ceux qui arrivent, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. On ne se quitte plus, on était ensemble déjà la semaine dernière. On se retrouve pour un nouveau webinaire encore aujourd'hui. On commence ce mois d'avril, et oui, on est déjà en avril, ça passe vite. On se retrouve pour démarrer ce beau mois d'avril avec un beau petit comité, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. On est beaucoup sur ce webinaire, on a beaucoup d'invités et c'est super chouette parce qu'on va parler d'un sujet qui, j'espère, va vous plaire, ou en tout cas, l'idée, c'est de vous embarquer avec nous pour parler de la GTA, de la gestion des temps et des activités en entreprise. Pour ce faire, aujourd'hui, je reçois 3 invités à qui je donnerai la parole juste après pour qu'ils puissent se présenter en 2-3 mots. Comme à chaque fois, ce webinaire, c'est vous qui l'animez, c'est vous qui le faites vivre, donc sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre de réagir, de rebondir, de poser toutes les questions, c'est vraiment le moment idéal pour le faire, donc lancez-vous, soyez à l'aise pour le faire. Et puis ce que je vous propose, déjà dans un premier temps, c'est de faire un petit tour de table, de pouvoir faire connaissance avec nos invités du jour. Alors, qui se lance en premier, à qui je donne la parole? Allez, Maë. Allez Maë. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis consultante chez Flexity, qui est un tout petit cabinet de conseil, puisque nous sommes tous présents ici avec Patrick. Les deux membres de Flexity sont présents. Et on est tous les deux cofondateurs de Story RH, qui est un podcast avec des épisodes très courts de 5-6 minutes qui traitent de sujets RH, management, entreprise, très, très variée. GTA aussi, avec Thierry. Ok, clair, simple, efficace. À qui tu donnes la parole? Patrick, en binôme, vas-y. Oui, puisque tu me passes la parole, puisqu'on a la moitié des effectifs de Flexity qui ont été présentés, donc ça va être très rapide pour l'autre moitié. Flexity, grande multinationale interplanétaire worldwide, comme vous pouvez le constater. Moi, je suis un ancien DRH de grands groupes, fondateur de RH Info et maintenant de Story RH avec Maë. Et le plaisir de partager quelques réflexions avec vous toutes et vous tous sur ce sujet ô combien passionnant de la GTA. Parfait, super. Thierry? Eh bien, donc, bonjour à tous, bonjour Anaïs, et merci de participer à cet événement. Donc, je m'occupe du marketing chez Euroquartz, mais j'ai un passé derrière moi de consultant et de chef de produit. Ça fait 30 ans que je suis dans cette belle maison. Un truc inimaginable pour les générations les plus jeunes, mais on peut encore trouver des gens qui restent 30 ans dans la même entreprise. Et ça m'a permis, toutes ces années, de voir l'incroyable évolution. On reviendra sur ce sujet de la perception de la GTA dans les organisations. Et on travaille avec Patrick et Maë depuis 3-4 ans maintenant. Parce qu'on a beau être dans ce domaine RH depuis des années, on a toujours besoin d'échanger, de confronter avec des professionnels de la fonction RH qui nous amènent une vision, et cette vision nous fait évoluer, voilà, tout simplement. Parfait, merci beaucoup en tout cas. Et c'est partagé, et on va en plus en partager encore plus aujourd'hui. Donc merci à vous trois d'être présents aujourd'hui pour parler de ce sujet qu'est la GTA, avec, vous avez vu comme titre un peu accrocheur, solution d'avenir ou outil du passé. L'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de voir un petit peu comment est traitée la GTA. Est-ce qu'on est sur quelque chose d'has-been ou encore d'actualité? Donc, c'est l'objectif de ce jour. Et puis surtout, on voulait vous le préciser, c'est qu'aujourd'hui, c'est une volonté de notre part, enfin en particulier de nos invités, c'est qu'il n'y a pas de slide, parce qu'on a vraiment envie de faire un webinaire pour le coup plutôt conversationnel dans l'échange. Donc, moi, je compte vraiment sur vous dans le chat parce que sans vous, on ne peut pas exister. Donc, on a vraiment besoin de votre engagement. Moi, je compte vraiment sur vous. Et moi, je me fais votre porte-parole. Je suis la responsable de faire le lien entre vous dans le chat et nos invités. Du coup, pour le petit déroulé, on est là pour passer ensemble à peu près 3/4 d'heure. On gardera un petit temps à la fin si jamais des questions sont restées en suspens. Et puis, pour débuter, pour démarrer ce webinaire, je pense qu'on peut déjà partir avec l'idée d'un constat. Et je crois que Thierry, tu voulais nous partager un constat déjà pour nous mettre dans le vif du sujet.
Bah oui, ce constat, c'est celui qui nous a amené à proposer ce webinaire avec Culture RH et Flexity. C'est tout simplement, alors nous qui sommes des praticiens du domaine de la GTA, un décalage, le constat d'un décalage entre ce que l'on peut entendre et ce que l'on voit sur le terrain, ce qu'on partage avec les acteurs qui sont dans l'opérationnel sur ces sujets-là. Il y a un décalage entre un discours et une réalité. Alors déjà, deux constats que je voudrais partager. C'est que tout d'abord, ce sujet de la GTA, c'est pas forcément quelque chose qui passionne les DRH. Je discutais l'autre jour avec le patron du SIRH d'un de nos clients, donc de 20 000 salariés, et je lui demandais qu'est-ce qui intéressait son DRH actuellement. Et le type me répond de façon assez laconique, RFF. Je lui dis, ça veut dire quoi, RFF? Et il me dit, RFF, c'est recruter, former, fidéliser. En ce moment, il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Ce n'est pas la peine de lui parler de GTA ou de paye. Il est dans des sujets RH plus stratégiques. Et pour autant, est-ce que les DRH aujourd'hui mesurent que la GTA peut aussi avoir un effet sur la marque employeur? C'est pas sûr, mais en tout cas, on sait aujourd'hui que les DRH sont sur d'autres priorités que la gestion administrative et qui ne voient pas forcément la GTA comme un levier là-dessus. Le deuxième aspect, c'est qu'auprès du grand public, c'est un domaine qui est très très peu connu. Quand vous expliquez à des relations, vous êtes chez un éditeur de logiciels de gestion des temps, il y a un grand silence autour de la table. Et 9 fois sur 10, ça se termine par « Ah bah oui, vous vendez des badgeuses ». Voilà. Sachant que la badgeuse, c'est aujourd'hui 3 ou 4% du problème de la gestion des temps dans l'entreprise. Donc, ces réflexions, c'est des constats que l'on a menés sur ce qu'on entendait dans des salons, ce qu'on lisait sur des médias, que la notion de gestion des temps, c'est quelque chose qui allait perdre en importance, c'est-à-dire que c'était de moins en moins critique pour les entreprises, et ce discours qui dit finalement les gens regardent de moins en moins leur temps de travail, mais de plus en plus l'intérêt des missions. Il y a une part de vrai là-dedans. Ils sont de plus en plus autonomes. Il y a de plus en plus de porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On se déconnecte jamais complètement. Donc finalement, est-ce que la GTA est toujours d'actualité ? Et nous, on se dit que ce constat est certainement vrai pour une partie de la population, mais qu'il ne faut peut-être pas le généraliser trop vite. En tout cas, on fait un baromètre avec OpinionWay depuis plusieurs années, et on a eu des éditions en 2018 et 2021, en plein Covid, c'était très intéressant d'ailleurs, sur la relation des salariés français au temps de travail. Alors, on n'a pas fait de slide, comme tu l'as dit Anaïs, mais on peut quand même citer quelques chiffres qui sont intéressants. C'est qu'au terme de cette enquête qui a été menée par OpinionWay pour Euroquartz, on se rend compte qu'aujourd'hui en France, il y a 6 salariés sur 10 qui reportent leur temps de travail d'une façon ou d'une autre. Il y en a 8 sur 10 où la rémunération dépend plus ou moins directement du temps de travail. Et dans cette enquête, on a vu également que 7 managers sur 10, en 2021, contrôlent encore de façon plus ou moins précise les temps de travail de leurs collaborateurs. Donc en fait, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a encore une gestion des temps assez précise qui est faite dans de nombreuses entreprises. Et en sortie de cette enquête, il y avait une dimension très importante, c'est que 9 salariés sur 10 disaient que la gestion des temps dans l'entreprise participe au bon climat social dans l'entreprise. Et également, près de 9 sur 10, 87% exactement, qui disaient que le respect des horaires de travail dans une entreprise, ça participe au maintien de l'équité dans l'entreprise. Donc d'un côté, un discours qui tend à dire que finalement, cette notion de temps de travail, elle s'estompe, on est plus payé pour une mission, l'intérêt du travail est en train de prendre le pas sur la notion de décompte des temps. Mais dans la réalité, il y a 9 salariés sur 10 en France qui disent que la gestion des temps, c'est important dans leur relation à l'entreprise et que ça participe au climat social dans l'entreprise. Donc voilà ce constat que je voulais partager juste en introduction, sans trop donner de chiffres. Je rebondis juste Thierry, dans le chat, on a déjà quelques réactions et des personnes qui nous disent qu'effectivement, elles le constatent dans leurs entreprises respectives, que lorsque l'outil GTA ne fonctionne pas, les salariés font comprendre qu'ils ne sont pas contents. Amandine qui nous dit « Je suis absolument d'accord avec ce constat ».
Et puis Stéphane qui ajoute aussi le temps est devenu avec la crise sanitaire notre première richesse au-delà même du salaire. C'est très beau. Oui, c'est presque merci Stéphane, c'est une très bonne remarque. On reviendra sur cette notion effectivement de crise sanitaire qui a priori, Maë va revenir là-dessus, qui a effectivement changé cette perception du temps. Et la remarque est très très juste, oui. Déjà, constat très complet. Patrick, tu voulais ajouter des choses ? Oui, je voulais juste rajouter une blague parce que Thierry a fait un lien entre le climat social de l'entreprise et le temps. Le lien entre le climat et le temps, on est en plein dans les météos. Je trouve que c'est extrêmement bien vu, au-delà du fait que ton propos est parfaitement juste et que je le partage. C'est assez bien de mettre des chiffres et de factualiser un certain nombre de choses pour éviter d'être hors sol. Parce que sur toutes les transformations qu'on a là depuis 4 ou 5 ans, et dont certaines laissent un peu les entreprises démunies sur les réponses à apporter, il y a à la fois des discours un peu hors sol, de temps en temps, très parisiens d'ailleurs, très consultants parisiens, pour faire court. Et puis aussi, de temps en temps, je pense, des discours qui sont un peu généralisants. Dit concrètement, non, toutes les entreprises ne sont pas pareilles, tous les DRH ne sont pas pareils, tous les salariés ne sont pas pareils. Heureusement, tous les jeunes ne sont pas pareils, tous les vieux non plus. Bref, donc ces généralisations un peu hâtives, c'est bien de mettre de temps en temps des chiffres pour briser un peu de quelques idées reçues. Je trouve que dans celle que tu as évoquée, il y a cette représentation que certains pourraient avoir, que le monde n'est fait que de start-upers ou de jeunes cadres dans des grands groupes parisiens qui font du conseil, quoi. Alors qu'effectivement, tu as dit des chiffres qui sont parfaitement parlants et qui décrivent bien la réalité du tissu industriel français. Tu dis qu'il y a 60% des gens, des salariés, mais ça a été la même chose sur le travail à distance. Quand certains ont dit le travail à distance se généralise ou se démocratise, bien évidemment qu'il y a une appétence plus grande pour certains, mais pour autant, il y a 60% des emplois qui sont des gens... C'était les mêmes qu'on applaudissait pendant la période de la Covid. Et c'est marrant, on les a oubliés aujourd'hui. C'est quand même assez extraordinaire. Et ces gens-là, moi je veux bien que Sisyphe, qui a un métier pénible en poussant son rocher ou sa pierre, trouve du plaisir parce qu'il fait de la muscu, je veux bien. Mais pour autant, quand on ne trouve pas du sens au travail que l'on fait, parce qu'il n'y a pas forcément de sens, il y a des métiers qui sont pénibles, simplement, la pénibilité, Sisyphe, quand il commence, il se pose une question. Quand est-ce que ça s'arrête ? Voilà. Donc le temps compte pour lui. Donc si le temps compte pour lui, il faut le compter. Ça n'a rien de ringard ou de pas ringard, quoi. Il y a plein de métiers en plus, Patrick, et notamment les métiers où on n'est pas au forfait cadre, où le temps est une notion qui est clé même dans le contrat de travail. C'est un sujet au-delà de la question administrative, de la question de le compter, etc. C'est un sujet sur lequel l'entreprise et le salarié se sont mis d'accord. Et donc, il y a un respect à avoir aussi de cette gestion du temps-là pour les collaborateurs qui n'ont pas un forfait cadre et qui sont soumis à des horaires. Et à ce moment-là, on a une gestion des plannings qui devient cruciale pour ces personnes-là, parce que c'est un temps qui leur est imposé. On n'est pas toujours sur tous les métiers dans le choix complet de nos horaires, dans le choix complet de nos jours de travail, etc. On a un planning auquel on doit se conformer. Et en fait, on n'a pas le choix de s'organiser comme on veut, comme on le voudrait. Ça devient une demande de plus en plus forte, mais on est aussi face à des exigences terrain, face à des exigences business qui ne nous permettent pas toujours d'y répondre de manière la plus aisée possible. Et du coup, on est dans ce besoin-là d'allier les deux demandes, d'une demande de flexibilisation du travail pour certains et en même temps une demande de business où on a besoin que tous les horaires de travail soient couverts, que les personnes soient aux bons endroits, au bon moment, sur la bonne période, etc. Et donc, il y a besoin de gérer les deux. Et la gestion, il faut bien qu'il y ait à un moment soit un outil, des processus, des questions qu'on se pose et c'est bien ça l'objet de la GTA. On ne pourrait pas se dire, tiens, on flexibilise, du coup, on arrête de gérer. Au contraire, on a encore plus besoin de gérer. Il y a deux remarques que je trouve particulièrement intéressantes là dans le chat. Il y a d'un côté, c'est en train de bouger au moment où j'étais en train de lire, pardon. Il y a d'un côté effectivement Nicolas Bergeret, enchanté, qui nous dit plus les temps sont flous entre le perso et le pro, plus les collaborateurs vont être exigeants. Et c'est normal. À partir du moment où on a quelque chose qui compte, on attend que ce soit compté.
ça fait partie de l'équilibre contribution-rétribution. Et quand tu dis, Thierry, 80% des gens ont une rémunération qui dépend du temps de travail, ils attendent ça. Et en même temps, et c'est la remarque de Céline Dussart, qui dit pourtant la GTA, elle n'est pas bien appréciée par une certaine catégorie de salariés qui, eux, n'ont pas cette représentation des choses. Et donc, cette différence de représentation, il faut effectivement savoir en tenir compte. Mais si on n'a pas d'outils pour apprécier les choses, pour mesurer les choses, eh bien, à un certain moment, on est dans un flou artistique qui peut créer des débats sans fin dans lesquels les postures prendront le pas sur la réalité des faits. Et là, ça devient particulièrement source de conflits assez rapidement. Et je voudrais revenir sur le point que tu as évoqué, Patrick, sur la notion de salarié de première ligne. On en a beaucoup parlé pendant la période Covid. Il y a justement un lien très fort entre la rigueur des temps de travail pour cette population et le fait qu'ils aient été en première ligne pendant le Covid. C'est souvent cette population qui a le moins de souplesse dans ses horaires de travail parce qu'elle est astreinte à des contraintes de travail fortes, comme par exemple une infirmière dans un hôpital, les gens qui ramassent les poubelles dans nos rues tous les jours. C'est ces gens-là qui finalement ont les contraintes horaires les plus fortes et qui sont le plus sollicités quand on a une crise, quand on a pu le voir. Donc on va voir dans un chapitre suivant que cette étude qu'on a menée avec OpinionWay, elle a mis en évidence quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que les salariés français ne se peignent pas de faire plus d'heures que ce qu'il y a dans leur contrat de travail, parce qu'ils sont 43% de salariés à dire on fait plus d'heures que ce qu'il y a dans notre contrat de travail. En même temps, ils n'associent pas ça forcément à une pénibilité, en particulier les cadres, où la réponse vient souvent ils disent il y a une bonne proportion qui dit je fais ça parce que mon métier me passionne, mais c'est dans une population de cadres. Donc eux acceptent de faire plus d'heures, leur temps de travail n'est pas forcément mesuré puisqu'ils sont en général au forfait jour. Ceci dit, on sait très bien qu'ils disent oui, on fait plus d'heures, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va faire tous les jours. On ne souhaite pas que ça devienne notamment quelque chose de très régulier. Et il y a toute une partie de la population qui dit on fait plus d'heures que ce qui est prévu à notre contrat de travail, mais qui veut justement que cet excédent d'heures soit comptabilisé, pris en compte, que leurs managers leur garantissent un équilibre quand même entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Mais tous ces dépassements d'heures que l'on constate ne sont pas forcément des questions de choix, en particulier pour les populations qui sont soumises à des horaires imposés. Donc la question de la gestion des temps pour ces populations est encore plus essentielle. Il y a aussi une remarque de Stéphane Lozano là, qui va aussi dans ce sens-là, de mon point de vue. C'est que l'un des sujets qu'on n'aborde pas, et je pense que c'est une résurgence d'un taylorisme mal digéré, la pénibilité ne s'achète pas. Dit concrètement, tu peux toujours mettre un montant de pognon face à une situation pénible, ça ne réduit pas la question de la pénibilité. Ça veut dire qu'on est en train d'essayer d'acheter le fait que tu vas supporter cette pénibilité. Mais ça ne réduit pas la question de la pénibilité. Or, effectivement, il y a des métiers qui sont soumis à un certain nombre de conditions de travail qui sont pénibles. Et pour ces gens-là, ça ne fait aucun doute que la question du temps qui est passé et consacré à ça est un élément de mesure. Et si on rajoute la seconde dimension que tu as signifiée, même les gens qui peuvent trouver un sens de la réalisation de soi, etc., dans le travail, et qui, pour le coup, pourraient ne pas être attachés à regarder les horaires dans le détail, on ne peut pas me dire d'un côté qu'il y a une crise du sens, et en même temps de dire on n'a pas envie de compter. À partir du moment où on évoque un peu partout, ici ou là, une crise du sens, alors avec beaucoup, là encore, parfois de tarte à la crème derrière ces trucs-là, mais on ne peut pas dire qu'il y a une crise du sens et puis dire les gens, on va les rémunérer avec du sens. Enfin, je veux dire, à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Même celui qui, dans son grand groupe, est en train de subir tout un tas de pressions normatives dans tous les sens, une réduction de l'autonomie à peau de chagrin, etc., il trouve que son travail n'a plus de sens, alors qu'il est dans des conditions qui devraient le permettre. Mais sauf que la réalité des faits n'est pas celle-ci, et que par conséquent, le regard qu'elle va porter évidemment sur ce genre de sujet, la question du temps, elle se pose quand même. Et même chez des jeunes, chez des start-upers qui découvrent que le monde de la start-up, c'est pas tu fumes un pétard le soir en te marrant bien, non, ça veut dire que tu es en train de monter une boîte, tu es obligé de bosser comme un chien. À un certain moment, même ce dévouement-là
L'expression, il donne son temps sans compter, jusqu'à un certain point. Je pense que c'est ça, en fait, la clé. Je pense que la clé, elle est dans la question des seuils. On est capable, ce que tu disais, Thierry, on est capable de donner plus que ce qui est écrit dans notre contrat de travail parce qu'on est mu par l'intérêt de ce qu'on est en train de faire, parce que ça nous passionne, parce qu'on a envie d'aider le client pour lequel on travaille, etc., ou l'entreprise, jusqu'au moment où on a l'impression que cet engagement, voire ce surengagement, empiète sur notre vie professionnelle, enfin, sur notre vie personnelle. Et en fait, cette question de seuil, elle est par nature subjective. C'est chacun qui va pouvoir mettre un seuil là où il le souhaite. Donc, il y en a, le seuil, il va être à ce qui est écrit dans leur contrat de travail et pas plus, et quelles que soient les générations. Il y en a qui vont mettre un seuil beaucoup plus lointain et donner l'impression qu'on ne l'atteint jamais. Et puis, il y en a d'autres, à partir du moment où on a dépassé ce seuil, on a l'impression qu'on a rompu un peu le lien avec ces personnes-là. Sauf qu'en fait, c'est par nature à la fois subjectif, c'est chacun qui va ressentir ce seuil à un niveau différent, et c'est hyper individuel. C'est d'une personne à l'autre, ce seuil peut être complètement différent. Et c'est là où il y a une importance de... On ne pourra pas réduire complètement la subjectivité, et c'est pas le but. Par contre, le fait de revenir à des choses plus objectives, le fait de pouvoir quantifier, le fait de pouvoir regarder effectivement les horaires qui ont été faits, la répartition quand on a des équipes où on doit travailler des dimanches, où on doit travailler de nuit, etc. Est-ce que cette répartition-là est bien répartie de manière équitable dans l'équipe, etc. Si on n'a pas de chiffres à l'appui, c'est hyper difficile de prouver qu'on est bien équitable, que cette répartition, elle est juste, que cette répartition, elle n'est pas faite au doigt mouillé en disant, voilà, qui veut prendre, etc. Et du coup, ça renforce... Exactement, et ça renforce finalement... Soit si on ne le fait pas, ça renforce un sentiment d'injustice ou un risque de sentiment d'injustice. Et le faire peut venir amoindrir ce sentiment-là, ou en tout cas le factualiser. Et quand tu disais tout à l'heure RFF, Thierry, dans la fidélisation, il y a quand même une question de gestion de la charge et une question de sentiment de reconnaissance, sentiment d'être valorisé pour ce que je fais, qui est hyper important. C'est une des raisons pour lesquelles les collaborateurs quittent leurs entreprises, de ne pas se sentir reconnus. La gestion des temps vient contribuer à ce moment-là à cette fidélisation. Ça en fait partie. Ça en fait partie au final. Donc, c'est un élément finalement d'expérience collaborateur et de marque employeur pour l'entreprise. Pardon, Anaïs, vas-y, je t'en prie. Non, je t'en prie. Je sais que ça, c'est un point que tu vas creuser de toute façon. Après, juste, je rebondis. Alors déjà, par rapport à ce qui se passe dans le chat, déjà, on salue nos amis start-upers, parce que chaque ça fait réagir dans le chat. On n'a rien contre les start-up ou l'environnement parisien. C'est juste que ça sert d'appui aux propos. Je rebondis sur une question de Martin qui a été posée un peu plus tôt, qui nous disait comment éviter que la mise en place de la GTA ouvre la boîte de Pandore des... Alors, quand j'ai vu HS sur le moment, j'ai fait quoi? Donc, heure sup. Merci Patrick qui est venu m'éclairer. Donc, comment éviter que la mise en place de la GTA ouvre la boîte de Pandore des heures sup? Mais il y a un bout de réponse qui est donné par... Sur ce point, je vais répondre parce qu'on est directement concerné. Sur ce point, je voudrais juste réagir pour terminer sur l'intervention de Maë. Quand Maë dit il y a une perception qui est très individuelle derrière ça, je suis complètement d'accord, mais n'empêche que cette perception individuelle peut aboutir à des actions collectives. On a eu un cas inimaginable il y a 2 ans en Vendée, c'est paru dans la presse. La Vendée, c'est pas une région où on n'a pas une très forte culture de la grève. Les 150 salariés d'un supermarché se sont mis en grève pour réclamer la mise en place d'un système de gestion des temps avec pointeuse. On est typiquement dans le sujet des heures supplémentaires, des petites minutes tous les jours qui n'étaient pas comptabilisées et qui, à la fin de l'année, faisaient des grosses dizaines d'heures qui n'étaient pas rémunérées. C'était des heures supplémentaires avec des questions d'arrondi, de non prise en compte, etc. C'est une situation totalement inimaginable il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on ne réclamait pas la mise en place d'un système de pointage à son patron parce que c'était vu, et je réagis sur la réflexion de Stéphane, c'était vu quand même comme un outil de ficage dans un certain nombre de cas. Et aujourd'hui, on voit 150 salariés, donc une vraie action collective, qui se mettent en grève pour réclamer la mise en place d'un système de gestion des temps. Ça témoigne quand même d'un changement des mentalités. Et effectivement, je réagis sur la remarque qui a été faite sur les heures supplémentaires. Comment ne pas ouvrir la boîte de Pandore? Mais très souvent, la boîte de Pandore, elle est déjà ouverte.
C'est-à-dire que les salariés ne sont pas idiots, ils le constatent bien quand il y a des heures supplémentaires qui ne sont pas gérées, qui ne sont pas comptabilisées comme elles le devraient l'être. La boîte de Pandore est ouverte, ça crée souvent un malaise social dans l'entreprise et en fait, mettre en place l'outil, ça peut être un élément de paix sociale dans l'entreprise justement. Et l'audience est assez en alignement avec ce que tu es en train de dire, tu vois. Nicolas qui nous dit que les salariés de son entreprise lui réclament d'ailleurs un système physique de badges. Enfin, l'audience a l'air plutôt alignée à ce que vous dites. Patrick, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose sur cette question-là, parce que c'est pas l'outil qui ouvre la boîte de Pandore. C'est qu'il y a une raison à ce que l'outil soit réclamé. Donc en fait, c'est révélateur de la culture sous-jacente. Donc, quand la culture sous-jacente ne permet pas d'avoir créé un terreau on travaille en bonne intelligence et on respecte ce que sont les perceptions, les limites et les nuances et les seuils dont Maë a parlé. Hein. J'ai bien aimé cette image de seuil. C'est comme la pollution et la connerie, quoi. À un moment, c'est une question de seuil. Et soit on a un terreau de confiance, qui va se retrouver, par exemple, dans le travail à distance, entre le manager, contrôleur, déposer des mesures, qui va mettre une réunion Zoom à 8 heures pour être sûr que tu es bien connecté, ça crée un terreau de défiance. Donc, soit on a un terreau qui est propice et qui est favorable à la confiance, et auquel cas ces problématiques se posent moins pour une partie de la population, mais pas pour d'autres, pour lesquels, effectivement, il y a besoin de compter. Mais ce n'est pas l'outil qui a ouvert la boîte de Pandore. C'est le fond. Auparavant. Ouais, c'est le fond. C'est le fond et pas la forme. Mais dans plein de domaines, hein, quand on parle marque employeur, c'est pareil. C'est le travail sur le fond qui, derrière, va être rayonné à l'externe sur la forme. Oui, c'est très juste. Il y a une remarque que j'aime bien aussi sur le point de vigilance sur les déviances liées au présentéisme au travail, sans pour autant réaliser leur travail et être productif. Les gens qui brassent du vent, par exemple. Qui restent... Il y en a, hein, mais ils n'ont pas d'autres possibilités. On veut des noms. Oh, j'en ai pas. C'est les bobinos, c'est non, ça. C'est pas vrai. Non. Mais d'ailleurs, ces gens-là, vous remarquerez qu'ils ne veulent pas du télétravail, parce qu'en télétravail, comme le juge de paix, c'est la production, ce qu'on a délivré, ceux-là, ils veulent revenir en présentiel pour faire des réunions dans lesquelles ils se montrent. Ils laissent leur veste ou la lumière allumée tard le soir pour donner l'impression qu'ils sont des gens très occupés, mais ils ont brassé du vent toute la journée, quoi. Donc effectivement. Ce que tu viens de dire me permet de rebondir sur une question. Tu parles du présentéisme, justement, et on a Cédric qui nous dit « Quel constat faites-vous sur la gestion du temps de travail en situation de télétravail ?» C'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que en fait, le travail à distance va être révélateur de pratiques préexistantes. C'est-à-dire que le tir au flanc, il n'est pas tir au flanc parce qu'il est en télétravail. Il utilise le travail à distance pour tirer au flanc parce que c'est un tir au flanc. Et quand il est en présentiel, il est tir au flanc également. La personne surinvestie, elle est surinvestie en travail à distance comme elle était surinvestie en présentiel. Sauf que, comme il y a moins d'instruments de contrôle, moins de points de repère quand on est à distance, le risque de la dérive des horaires, et du coup, je me mets à travailler beaucoup trop, parce que j'ai peur qu'on m'oublie, par exemple. J'ai peur de ne pas avoir la reconnaissance, j'ai peur de ne pas voir les trains passer. Et là, pour le coup, il peut y avoir l'effet inverse de personnes qui se mettent en surmenage parce que, justement, ils ont laissé dériver les horaires de façon... Mais là encore, et comme en toute situation, l'outil n'est que le révélateur de ce que nous en faisons ou le révélateur d'un certain nombre de pratiques préexistantes. Et là encore, il y a c'est des situations qui sont très personnelles parce que là encore, il y a une question de seuil et de capacité à distinguer quand est-ce que je suis au travail et quand est-ce que je suis hors travail. Et donc, je suis capable de couper seule mes outils de communication, etc. Mais il y a aussi une réponse collective à apporter. Parce qu'il y a besoin aussi de mettre des règles établies dans l'entreprise. Il y a aussi besoin d'avoir une culture du télétravail et de la gestion des temps. C'est très lié finalement sur ces questions-là, qui soit collective. Parce qu'on ne peut pas demander à chaque individu de se responsabiliser et de dire non, mais c'est ta responsabilité que de couper tes outils de communication. Si à côté, le patron à 23h, il envoie un mail pour réponse le lendemain à 7h. Du coup, ça ne peut pas marcher. La réponse individuelle, là, elle a ses limites. Donc, il y a forcément à la fois une question collective et une question de culture et une question d'individu, parce qu'il y a des personnes, travailler à 23h, ça ne leur pose pas de problème. C'est travailler le matin qui va être... Moi, je préfère travailler à 23h que de travailler à 8. À la limite, pourquoi pas ? Si mon métier me le permet, si le business et l'activité le permet, et si mon patron, Patrick, est d'accord. Pourquoi pas ?
fais ce que tu veux. On a organisé une conférence avec 4 DRH juste avant le Covid, et ils ont fait une réflexion intéressante. Donc 4 DRH qui avaient mis en place le télétravail, non contraint parce que c'était avant le Covid. Ils ont fait cette réflexion très intéressante. Ils ont dit le constat que l'on fait avec un an de recul, c'est que les salariés nous donnent l'équivalent de la moitié de leur temps de transport. C'est-à-dire qu'un salarié qui passe en télétravail, qui avait 2 heures de transport dans une grande ville, va redonner à l'entreprise 1 heure de télétravail. Voilà. Et c'était le constat qu'ils faisaient tous au bout d'1 an d'expérimentation, et que donc ils gardaient 1 heure pour eux et ils redonnaient 1 heure pour l'entreprise. Donc 50% du temps de trajet qui est en moyenne qui était redonné à l'entreprise. Ça serait intéressant 4 ans après de voir ce que donne cette analyse. Il y a effectivement le risque de dépassement d'horaire. Et on sait qu'il y a beaucoup de vigilance aujourd'hui apportée par nos clients pour le suivi des temps en télétravail pour éviter les risques de dérive. Le deuxième constat qui nous est rapporté par beaucoup de clients, c'est qu'ils constatent quand même des gains de productivité dans l'ensemble. Certains n'étaient pas convaincus, mais le constat va plutôt dans le sens de gains de productivité, même s'il y a forcément des gens qui profitent du système. Mais comme le disait Patrick, qu'est-ce qu'ils faisaient autrefois au travail physiquement? Voilà. Non, mais les profiteurs profitent par nature et ils utilisent un système. Enfin, de la même manière que la fraude est consubstantielle à la loi, quoi. C'est la même chose. Sur ce que tu disais, il y a une étude récente qui a été faite qui est européenne. Et c'est intéressant de voir là aussi quelques idées reçues qui volent en éclats sur le temps de transport économisé quand les gens sont en télétravail. Donc, je crois que c'est en moyenne d'1 heure. Les Français sont ceux qui en redonnent la plus grande part au travail plutôt qu'au loisir. Je mets juste la référence pour ceux que ça peut intéresser dans le podcast. Il y a un autre élément aussi qu'on n'a pas évoqué, moi, qui me semble assez important. On est en pleine phase, et je ne vois pas un business qui ne soit pas confronté à ça aujourd'hui, en pleine phase de pénurie d'emploi, y compris sur des métiers justement qui sont ceux auxquels tu faisais référence tout à l'heure, Thierry, en disant on ne trouve pas des caristes, on ne trouve pas des chauffeurs de bus, on ne trouve pas des etc. Et qu'il y a certainement une grande partie de cette population qui est très attachée à une forme de souplesse des conditions de travail, des horaires aménagés, etc. Et que là, pour le coup, il me semble que ça devient un argument d'attractivité pour l'entreprise qui est très certainement sous-exploité. Et pour que cet argument s'appuie sur quelque chose de factuel, réaliste et partageable, il faut avoir des instruments de mesure. Et là, je pense que c'est encore une dimension qu'on ne traite pas suffisamment, me semble-t-il. Oui, même chez des jeunes consultants qui veulent avoir, par exemple, un engagement sociétal à côté et qui veulent pouvoir développer d'autres types d'activités, ou même sur des populations d'étudiants qu'on utilisait sur certains métiers parce qu'avec la possibilité d'ajuster les horaires à la réalité de leurs études, du truc qu'ils sont en train de faire à côté. Si on n'a pas des éléments qui permettent de gérer ça, je ne sais pas comment on fait. Or, on est obligé d'ouvrir aujourd'hui le champ de ce que nous faisions en matière de recrutement parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre qui est quand même particulièrement violente dans beaucoup d'activités. Voilà. Et cette notion de souplesse, c'est vraiment ce qui nous a sauté aux yeux dans ces études qu'on a faites avec Opinionway. C'est-à-dire que les salariés français, contrairement à ce qu'on peut entendre, ne sont pas des tirs au flanc. Nous, on a des logiciels qui tournent dans une 40aine de pays et je peux vous assurer que les salariés français sont moins tricheurs que ce qu'on est très surpris que même dans certains pays anglo-saxons et que les salariés français ne sont pas des tirs au flanc. Comme quoi, les clichés. Voilà, donc il faut quand même aussi le dire. Par contre, ce que disent les salariés français, 9 salariés sur 10, on l'a vu dans les enquêtes, disent on voudrait plus de souplesse. Ils ne disent pas on voudrait travailler moins dans l'absolu. Ils disent on voudrait plus de souplesse dans nos horaires. C'est juste pour faire face à nos contraintes personnelles, à nos contraintes de temps de transport. Et c'est un point important parce que l'enquête a mis aussi en évidence que quand la réponse à ce besoin de souplesse n'est pas apportée, on peut avoir aujourd'hui des problèmes de démission. Or, c'est très critique dans la situation de pénurie de ressources que l'on connaît. Voilà, ce manque de souplesse est aujourd'hui mal vécu par un certain nombre de salariés et peut conduire à des problèmes de turnover. Je crois que Maë, tu voulais... en fait, la difficulté sur ce sujet, c'est après de demander aux managers
de gérer. On avait déjà des demandes aux managers qui étaient exigeantes, de leur dire vous devez s'assurer de respecter la loi, quand même, un minimum. Il faut s'assurer de respecter le client, le business, et donc d'avoir les bonnes ressources aux bons endroits pour pouvoir faire ce qu'il faut. Donc souvent des planifications sous contrainte, quand on est sur vraiment des plannings, des horaires, etc. Donc ils devaient finalement déjà mêler ça, et c'était déjà pas facile avec des ressources qui étaient contraintes. Et en plus, maintenant, on leur demande s'ils pouvaient prendre en compte les demandes individuelles et les demandes personnelles de chaque collaborateur pour les satisfaire et s'assurer qu'ils restent bien dans leurs équipes, ce serait mieux. Et le manager, pour en avoir croisé pas mal, me dit ils sont gentils, mais moi, je fais comment ? Et moi, je suis en train de... Et ça, c'était une anecdote que tu m'avais racontée, Thierry. Moi, je fais ça avec des post-it sur un planning et je n'ai pas d'outils. Donc, en fait, j'y passe des heures à faire des plannings et j'arrive pas à mixer toutes ces contraintes-là et y répondre à toutes ces contraintes. Donc, il y a bien besoin, non pas de se dire flexibilité égale liberté complète et donc laissons chacun se débrouiller comme il souhaite. C'est au contraire, pour pouvoir perdre cette flexibilité-là, il faut la gérer. Il faut avoir un réel outil ou autre, peu importe comment ça se matérialise, mais il faut bien s'y intéresser, y consacrer du temps, s'assurer que le planning est fait, s'assurer qu'on a bien identifié toutes les contraintes, laisser la possibilité aux collaborateurs de s'exprimer, etc. C'est une vraie gestion. Ça ne veut pas dire une totale liberté où on se dit allez hop, on met tout sur le tapis et puis ça se gérera bien tout seul. C'est pas le cas. Et d'ailleurs, quand on parle planning collaboratif, quand on dit que c'est les collaborateurs qui peuvent faire ensemble leur planning, etc., pourquoi pas ? Je dis pas que ça ne marche pas, mais de la même manière, ça veut dire qu'il faut le gérer. Ça veut pas juste dire aux collaborateurs au fait, débrouillez-vous. Au fait, il faut faire tous ces horaires-là. Débrouillez-vous. C'est pas comme ça que ça se passe. Même quand on veut leur laisser la main pour se positionner sur des horaires, etc., il leur faut bien quelque chose pour pouvoir fluidifier ça. Ou alors, vous les posez dans une salle pendant une journée et vous verrez qu'à la fin, c'est le premier qui craque qui prendra les horaires pour avoir le droit de sortir de la salle, quoi. Je suis pas sûre que ce soit plus équitable. Mais c'est parfait parce que ça répond à ce qui se dit dans le chat. Stéphane qui nous disait d'ailleurs, le planning collaboratif est clairement la tendance des prochaines années, souvent portée par des éditeurs étrangers, danois, québécois. Donc du coup, c'est parfait parce que tu vois, Maë, j'avais pas vu. Sans lire le chat, tu es en communion avec le chat. Mais je pense que c'est intéressant, la remarque de Stéphane, c'est intéressant. Je ne pense pas qu'il faille se dire « Ah non, c'est une connerie d'être dans le planning collaboratif ». Au contraire, plus on va pouvoir co-construire ça avec les équipes, plus les équipes vont pouvoir y adhérer. Et la plupart du temps, un planning qui leur est complètement imposé est plus difficile à digérer qu'un planning auquel on a contribué et sur lesquels on s'est positionné, même quand toutes nos contraintes personnelles n'ont pas été remplies. Parce qu'en fait, on a pris conscience des contraintes qui allaient au-delà de notre petite personne. On a pris conscience des contraintes business, des contraintes des autres, etc. Sauf que ce que j'essaye de dire sur ce sujet-là, c'est que ça ne veut pas dire laisser l'équipe complètement en charge de ce truc-là en s'en défaussant. Ça veut dire accompagner réellement l'équipe. Pardon, vas-y Patrick. Oui, mais ça me permet de rebondir sur une remarque qui est faite par Catherine et que je trouve d'une grande justesse. En fait, on est un peu dans le même débat sur la confusion entre liberté et autonomie avec l'entreprise libérée. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a un cadre que l'autonomie est possible. C'est-à-dire que la liberté à l'intérieur du cadre est possible et ça s'appelle l'autonomie. Or, comme tu disais très justement tout à l'heure, qu'on est sur des questions de nuances, c'est-à-dire de seuil, et que ces seuils sont à la fois subjectifs et ils sont personnels, et ils peuvent conduire à des actions collectives, comme le disait Thierry, à un certain moment, je pense qu'on est obligé de fixer un cadre. On est obligé de fixer un cadre. C'est-à-dire que c'est pas chacun fait comme il veut, il y a des contraintes, il y a un ensemble de contraintes qu'il faut respecter, à commencer par celle du client, comme le dit Pascal Duval avec beaucoup de justesse. Oui, bien sûr, on commence par là, c'est-à-dire que le juge de paix, c'est l'activité, et on organise les ressources avec ça. Or, je pense qu'à mesure que nous rentrons dans des représentations des choses qui sont de plus en plus extrémisées ou extrémistes, c'est blanc, c'est noir, c'est comme ci, c'est comme ça, on en oublie ce sens des nuances et on a encore plus besoin de cadre. Ce qui se gérait de façon intelligente entre gens qui se comprennent parce qu'il y avait un terreau de confiance, etc., et qui se faisait finalement dans le flot et le flux assez naturellement, dès lors que les situations se tendent, et elles se tendent pour de multiples raisons, pression normative, pression légale, pression machin, pénurie de ressources, pénurie de main-d'œuvre, etc., les situations se tendent, et à mesure qu'elles se tendent, pour éviter que ça s'extrémise, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de remettre des cadres là où on n'en mettait peut-être pas auparavant. Donc l'illusion de croire que
on entre dans un monde nouveau, etc. En fait, je pense que c'est pas vrai du tout. En fait, au contraire, on entre dans un monde plus normatif, hein, plus standardisant, et que par conséquent, pour éviter les dérives, on est obligé de remettre un certain nombre de cadres et de limites. Et ce cadre normatif que tu évoques, Patrick, hein, je suis complètement d'accord, n'empêche pas, bien au contraire, d'avoir une certaine souplesse. Bien sûr. Je voulais juste vous citer un exemple qui est mené, une expérimentation qui est menée par un de nos clients actuellement, c'est sur un très gros centre d'appels téléphoniques. Donc, ils ont donné la possibilité aux salariés de faire eux-mêmes leur planning de travail. Mais c'est très encadré, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Hein. On ne fait pas 15 heures par jour, on ne travaille pas 7 jours d'affilée. Il y a une charge à effectuer pour respecter les engagements clientèle, etc. Donc, tout ça est très encadré, le cadre normatif qu'expliquait Patrick. Et dans l'intérieur de ce cadre, ils ont laissé la souplesse aux salariés de s'adapter entre eux, c'est-à-dire ils se réunissent entre eux. On leur dit, ben voilà, de telle heure à telle heure, lundi matin, il faut tant de personnes avec cette compétence. Débrouillez-vous pour faire le planning entre vous. Les gens jouent le jeu. Les gens jouent le jeu, c'est assez incroyable. Ils ont le sentiment de regagner en autonomie, en confiance. C'est encadré. Et l'estimation actuelle de notre client, c'est qu'il serait sur un gain de productivité de 11%. Alors, bien sûr, ce n'est pas applicable partout. J'ai une cliente dans l'industrie qui me disait, bah oui, monsieur Bobineau, mais chez nous, la chaîne elle démarre à 5 heures du matin et il nous faut 3 personnes dessus, c'est tout. Donc, évidemment que ce n'est pas applicable dans tous les secteurs et dans tous les métiers, mais il y a certainement des cadres où on peut avoir à la fois quelque chose d'assez normatif qui évite les dérives, tout en laissant une autonomie, entre guillemets, intelligente aux collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Alors, alors attendez, ça défile, j'arrive pas à lire. J'ai Alexandre, ça m'a fait sourire. Il y a Alexandre qui nous dit, pouvons-nous revenir à l'ordre du jour du webinaire? Mais j'ai pas eu l'impression qu'on s'était éloigné. Je pense qu'on est en train de répondre à la question principale. Enfin, dites-moi si je me trompe. Non, je pense que justement, en fait, quand on se pose cette question des plannings et de la gestion du temps, de le fait de se dire est-ce que le collaborateur peut s'exprimer, finalement, c'est ça qu'on est en train de dire. C'est est-ce qu'on laisse la parole au collaborateur pour s'exprimer sur le planning qui va lui être imposé? Et est-ce qu'on lui laisse la possibilité de donner son avis et de se positionner? In fine, le planning, il lui sera imposé. Mais plus il va y contribuer, et plus il va l'accepter. Il y a quelqu'un qui dit qu'en plus, ça responsabilise, c'est Catherine qui nous dit, en plus, ça responsabilise et ça implique plus dans l'organisation et dans le travail. Ça permet aussi de prendre conscience des contraintes qui nous environnent. Et je pense que là, on répond aussi à un des enjeux dont Thierry parlait en introduction sur le RFF et sur la fidélisation finalement des collaborateurs. En fait, sans cette gestion des temps et des activités, il est plus difficile d'expliquer à un collaborateur que ce planning ne lui est pas nécessairement imposé parce que nous, grands chefs, on a décidé que c'était comme ça et que c'était pas autrement. On lui permet de contribuer et donc de plus le comprendre et donc il fait plus sens. L'absence de sens, elle est aussi là, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément compris toutes les contraintes auxquelles on était confrontés. Et après, on peut les avoir compris, mais par contre, ça peut ne pas nous amuser de commencer à 5 heures du matin. Moi, je sais que ce ne serait pas possible. Et après, c'est les contraintes de l'activité. Si l'ordre du jour du webinaire, c'est la question GTA, solution d'avenir ou outils du passé, en fait, il y a une réponse assez simple, et je ne sais pas si c'était le sens de la question d'Alexandre, mais il y a une réponse assez simple à cette question. Pour répondre à cette question, il faut répondre à une autre question. Est-ce que le temps, ça compte ou ça ne compte pas? Celui qui me démontre que le temps, ça ne compte pas, et pour personne, j'y crois pas. Donc forcément, c'est absolument pas un outil du passé. L'outil n'est que le reflet de ce qu'il traite, là en l'occurrence. Donc un outil qui va permettre de gérer quelque chose, la question c'est de savoir si ce quelque chose est important ou pas. Si ce quelque chose n'est pas important, on n'a pas besoin d'outils pour le gérer. Donc considérer que le temps n'est pas une dimension importante alors je veux bien que le physicien, comme Étienne Klein nous expliquera qu'Einstein considère que le passé, le présent et l'avenir n'existent pas. Néanmoins, dans notre expérience physique de la chose, si j'ose dire, le temps compte. Et je pense qu'il compte peut-être plus encore aujourd'hui qu'il ne comptait il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Pour toutes les raisons qu'on a essayé d'évoquer jusqu'à présent. Mais je ne sais pas si c'était le sens de la question d'Alexandre. Peut-être qu'Alexandre nous précisera dans le chat. Voilà, puisqu'on parle du temps, Patrick, le temps compte. Moi, je voudrais qu'on parle aussi du temps de la fonction RH en France, parce qu'il y a un sondage qui a été fait par les éditions Tissot il y a un peu plus d'un an, donc c'était début 2022 qui, moi, m'a laissé tout à fait surpris, c'est que
ce sondage démontrait qu'aujourd'hui, 7 RH sur 10 en France passent plus de 50% de leur temps sur des tâches administratives. Donc, on a parlé beaucoup du temps des salariés. Il faudrait également prendre en considération le temps des RH. C'est très surprenant. On est quand même en 2023, il y a des outils informatiques partout. Et les RH, 7 RH sur 10 nous disent « je passe encore plus de 50% de mon temps sur des tâches administratives ». Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une fonction RH qui est mobilisée encore beaucoup sur des tâches administratives ? Et la GTA, c'est très administratif, hein, on le sait tous, il y a une connexion très très forte avec la paye. Et en même temps, répondre à ces enjeux, le fameux RFF que j'évoquais en début de réunion. Donc aujourd'hui, libérer du temps, et je voudrais peut-être qu'on termine par ça, libérer du temps à la fonction RH pour qu'elle se consacre aux enjeux vraiment stratégiques, en 2023, c'est toujours un besoin impérieux dans beaucoup d'entreprises, hein, et d'organisations. Peut-être même encore plus. À mesure que l'on considère qu'il y a un certain nombre d'enjeux qui ne sont pas des enjeux administratifs, la question du sens, la question de la pénurie d'emploi, etc., qui sont dans les mains de la fonction RH, et ne serait-ce que pour des raisons de business, voire de survie de certaines entreprises, elle est obligée de les embrasser, de les prendre en main, de les relever. Il faut qu'elle soit crédible et légitime. Donc si elle n'est pas béton, irréprochable sur le socle de son activité en termes de qualité coût-délai, elle aura beaucoup de mal à gagner cette légitimité, cette crédibilité. Ça pose une deuxième question, c'est-à-dire que la réponse par l'outil, je me souviens je ne sais plus quel prix Nobel disait, la productivité liée à l'informatique, on la voit partout sauf dans les stats. Donc la réponse par l'outil, oui, quand les outils sont bien faits, sont réfléchis avec pertinence. C'est notamment une question, par exemple, de réflexion sur l'architecture des systèmes d'information RH, parce que moi, je vois, par exemple, des grandes entreprises qui ont empilé les couches d'outils dans tous les sens, avec des trous dans la raquette, la GTA en étant parfois une, avec les dommages que l'on connaît, parce que c'est extrêmement chronophage, comme tu le dis justement. Mais dès lors que c'est bien fait, avec une vraie réflexion d'ensemble sur le SIRH, pour que celui-ci soit cohérent avant d'être sophistiqué et qu'il réponde aux besoins vitaux de la fonction RH, alors oui, c'est clairement l'un des leviers sur lesquels s'appuyer. Mais là encore, l'informatique n'est que ce que l'on en fait, parce qu'on peut aussi conduire les projets n'importe comment en plaquant des solutions toutes faites sans réflexion de fond. Et justement, j'en profite pour rebondir, puisque Patrick, tu parlais outils. Il y a Katia qui nous a demandé tout à l'heure, j'avais gardé la question de côté, est-ce que la mise en place d'une GTA signifie automatiquement l'installation de pointeuses, par exemple ? Non. Non, la pointeuse physique, elle est encore assez courante. Les badgeuses existent toujours. Mais le pointage n'est pas du tout obligatoire. Ça peut être du pointage aussi virtuel via un intranet aujourd'hui. Ça peut être également pas de pointage, c'est-à-dire qu'on peut gérer les temps sans pointage. Et en particulier pour les forfaits jours, les forfaits heures, il n'y a pas forcément de pointage. C'est même l'objectif. Donc non, une gestion des temps ne nécessite pas forcément de pointage. C'est assez courant, hein, c'est assez courant pour toutes les personnes qui doivent justifier leurs horaires, mais ce n'est pas obligatoire pour faire fonctionner le GTA. On a une dernière question, ça sera peut-être la dernière, parce qu'on arrive au bout de ce webinaire. On a Baïja qui nous demande, à l'ère du big data, est-ce que l'évaluation des temps ne pourrait pas être combinée avec l'évaluation de la performance des organisations ? Ça, je pense que c'est peut-être Maë qui va répondre à cette question. Parce qu'on en a discuté. En fait, en soi, la question du temps, il y a quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui l'a dit, j'ai vu passer dans le chat, dans un monde idéal, ce n'est pas les temps qu'on devrait piloter dans nos organisations, c'est bien la performance. Ce n'est pas le temps que j'ai consacré à telle activité qui importe. Il y a Stéphane d'ailleurs qui a fait un parallèle par rapport à l'entrepreneuriat ou le freelancing qui est plus évalué par rapport aux résultats et non pas au temps. C'est ça, finalement, c'est est-ce que j'ai atteint les résultats beaucoup plus que est-ce que j'y ai passé 1 heure ou est-ce que j'y ai passé 3 jours. Ça, c'est dans l'idéal. Sauf que dans les faits, il serait trop simple pour une entreprise de dire « Ah non, mais moi, je regarde que les résultats. Mon collaborateur peut bosser jour et nuit. Moi, j'en ai rien à faire. J'attends le résultat. » Oui, mais si ce que tu as demandé est irréaliste dans le temps qui est imparti, le temps reste bien un juge de paix. Et en fait, ce temps-là, il ne peut pas être dissocié complètement de la question du résultat, de la question on ne peut pas complètement l'oublier en se disant « Tiens, on va ne mesurer que les résultats
peu importe le temps qui est consacré, sinon c'est la charge de travail qui à ce moment-là devient... il y a un risque sur cette charge de travail qui est prescrite aux collaborateurs. Ouais. Patrick, tu veux rebondir ? Oui, parce que je pense que c'est un serpent de mer, quoi. Le temps comme indicateur de mesure de la performance, on a ça depuis la nuit des temps. Et toute la difficulté, elle est là. C'est-à-dire que rien que la notion de performance, on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est extrêmement compliqué. On est sur des thèmes qui sont extrêmement complexes. Dans le monde idéal, un travail prescrit avec une modélisation, ce que nous a enseigné le taylorisme, devrait permettre de mesurer la charge réelle, mais depuis que le taylorisme existe, on a critiqué le fond, c'est-à-dire le décalage entre la charge prescrite et la charge réelle. Donc arrivé à un certain moment, dans un monde idéal, oui, mais dans la réalité des faits, parce que les systèmes ne sont pas comme ils devraient être, parce que les gens ne font pas ce qu'on leur demande de faire, parce que les managers ne sont pas toujours des bons managers, parce qu'il y a des déséquilibres entre les parties prenantes de temps en temps avec des pressions exagérées quand il y a un déséquilibre. Enfin, donc à un certain moment, on est obligé de revenir à des choses qui permettent de faire en sorte qu'il y a un contrat social qui devient acceptable pour tout le monde. Et c'est là où, de temps en temps, ça passe par ce type d'argument également. Même, et là encore, oublions pas qu'il y a des... C'est le meilleur des systèmes parce qu'on n'a rien de mieux, quoi. Et oublions pas qu'il y a des métiers sur lesquels la variable principale, c'est celle du temps. Si on prend un hôte ou une hôtesse de caisse, le sujet, c'est qu'elle soit présente de tel horaire à tel horaire en continu pour pouvoir servir les clients qu'ils arrivent, mais qu'ils arrivent ou pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire, en fait, son rôle, c'est d'encaisser 10 clients. Et tu restes toute la journée s'il n'y a eu que 10 clients dans le magasin et tu restes 10 minutes si tu as réussi à encaisser 10 clients en 10 minutes. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est bien le temps qu'on va rémunérer en disant que tu es présente de tel horaire à tel horaire. Voilà, peut-être donner un mot de fin et rebondir sur ce que Patrick a dit, la notion de contrat social. Nous, chez Roquartz, on pense que l'AGTA, c'est vraiment un élément du contrat social et que ce lien via le contrat social, il sera peut-être encore plus fort demain que ce qu'on a connu ces dernières décennies. Voilà. Complètement. C'est une belle conclusion. Exactement. Parfait. C'est précisément peut-être parce qu'on l'a en partie détruit, pour 150 000 raisons sur lesquelles on va écrire 15 bouquins, qu'il va devenir de plus en plus important. Donc, bon, mais en tout cas, je pense que c'est. Il y avait plein de questions passionnantes. Ouais, on pourrait continuer pendant des heures. On va y passer la journée. Pour le coup, je pense qu'il y a. Bon, je pense qu'on été balayé quand même pas mal de sujets. Si jamais des questions sont restées en suspens, vous avez le moyen derrière d'entrer en contact avec Thierry, Maë ou Patrick, si vous le souhaitez. En tout cas, moi, j'en profite. Pour vous remercier très chaleureusement, déjà vous dans l'audience, parce que vous avez été hyper actifs, hyper engagés. C'était un plaisir de voir vos réactions. Et merci à vous trois, surtout, pour ces échanges hyper riches. Je pense que tout le monde repart avec le sourire aux lèvres et avec une certaine satisfaction à avoir évoqué tous ces sujets-là qui ont parlé à tout le monde. Merci à vous. Et puis, nous, on vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup. On vous retrouve très bientôt avec Culture RH. Alors, pour l'instant, restez à l'affût parce que je n'ai pas de date à vous communiquer d'un prochain webinar. Mais comme d'hab, vous pouvez vous abonner à la newsletter de Culture RH. Un prochain webinar aura certainement lieu en avril, mais sinon, ce sera rendez-vous en mai. Moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn comme toujours et toujours avec plaisir et plein de sourires. Donc, merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée et merci. Et à très bientôt. Merci. Bonne journée à tout le monde et gardez le sourire, en effet. À bientôt.